et bienvenue sur Plume à Papote. Je suis à ma troisième vidéo à vous tourner d'affilée avec juste une petite pause. Et là, mon chien a très envie de venir vous faire coucou. Elle a besoin de câlin apparemment. Bref, vous avez cliqué sur le lien, sur la miniature de la vidéo. Donc vous savez de quoi il va être question. On parle de bilan 2023, mais de bilan positif. Attention. Alors je vais quand même parler un tout petit peu statistique. Je sais que certains n'aiment pas du tout ça. Je ne suis pas très attachée personnellement en matière de lecture. Donc je commence mon carnet chaque début d'année avec lecture numéro 1, et puis le titre, l'auteur et en avant, et puis je complète. À ma grande surprise, mais vraiment immense surprise, cette année, j'ai lu 135 livres. Je sais pas comment j'ai fait, enfin si, j'ai une petite idée, mais c'est un score pour 2023 qui est meilleur que 2020, l'année du confinement. Ça vous parle ou pas? Enfin, c'est un truc de dingue, en sachant qu'en 2022, j'avais lu 84 livres, et en 2021, je vais vous trouver ça. Il est où mon 2021? Voilà, 2021, j'avais lu 66 livres, donc on voit une nette augmentation. Et alors en 2020, alors là, pour moi c'était l'année que j'arriverai jamais à égaler. Je l'ai surpassé cette année. J'ai lu 123 livres, 135 livres. En plus c'est quasiment un chiffre rond, donc ça me comble de joie. Je suis pas sûre honnêtement que 2024 sera aussi studieux et aussi livresque, bien que ma palle déborde. D'ailleurs c'est quelque chose que je dois faire, c'est compter le nombre de livres que j'ai à lire là au 2 janvier, moment où je vous tourne cette vidéo. En tout cas je suis en no buy pour ce début d'année, donc pas d'achat de livres pour le mois de janvier, c'est l'objectif. Pas d'achat de livres non plus en février normalement, et en mars je devrais pouvoir recommencer à acheter parce que j'aurais fait diminuer ma pile à livres et j'aurais également fait quelques économies. Point de vue des statistiques, moi je ne compte pas combien de graphiques, combien de livres audio, combien de romans, combien dans tel genre, etc. Livre Addict me fait des petites statistiques que je regarde d'un œil pas très intéressé, donc je vous les communique pas. Je sais juste que j'ai abandonné 4 livres, selon Livre Addict 8, mais j'ai pas été comparer ce que j'avais noté là. Donc dans mon petit carnet je mets un A à côté des livres que j'abandonne. Et oui, il compte dans les 135 lectures parce que généralement je lis au moins les 100 premières pages d'un livre avant de décider de l'abandonner. Comme je vous ai dit, donc on est sur un bilan ici positif, donc j'ai une vingtaine de livres à vous présenter. C'est pas une vingtaine, j'en ai sélectionné 20. J'ai pas su faire moins en toute honnêteté. J'étais là, non en fait il y a ça, il y a ça, il y a ça. Plus tu lis, plus tu as de très bonnes lectures, donc voilà, c'est comme ça. J'en ai 20 à vous proposer, je vais pas vous les montrer à chaque fois, je vais à chaque fois incruster plutôt le livre ici pour ça me fait plus de travail au montage, mais là comme ça au moins je suis calée. Et je fais un gros câlin à mon chien en même temps. Je vous présente ces lectures par ordre chronologique de lecture, et non pas par ordre, ça c'est mon préféré, ultime ou ainsi de suite. On va commencer par une première bonne lecture de l'année 2023, c'était en janvier ou en février, je sais plus exactement, et c'est Celle qui devint le soleil. Le nom de l'autrice sera là. C'était une saga donc fantasy. C'est une biologie, le 2e tome est sorti récemment d'ailleurs, si je me trompe pas. C'était une très bonne surprise, c'est une espèce en fait de réécriture de Mulan, mais façon historique. Il y a juste un élément fantastique, il y a la magie qui est présente, et Celle qui devint le soleil justement l'utilisation de cette magie dans son pouvoir. Elle va prendre la place de son frère qui est décédé, puisque dans sa famille, elle vit dans une famille très pauvre dans un petit village chinois qui va être envahi, et enfin envahi non, il va pas être envahi mais il va être attaqué par des pillards alors qu'une famine sévit, et son père décède sous les coups, et son frère va être pris de stupeur et se laisser mourir en fait suite à cette attaque, et donc elle va décider de prendre sa place à lui, puisqu'on lui avait prédit un très grand destin. Pas à elle puisque ce n'était qu'une simple fille, et donc j'ai trouvé ça intéressant aussi parce que dans le livre en fait il est question de transidentité, et c'était intéressant
de la façon dont c'était traité. Donc très bonne lecture, je vous la recommande. Pour ma deuxième bonne lecture, c'est toute une saga en 6 tomes. C'est la saga Blackwater de Michael McDowell, publiée aux éditions Monsieur Toussaint Louverture. J'ai lu cette saga au mois de février et j'ai tout lu d'un coup. Voilà, en une soirée, je me faisais un tome à chaque fois. J'ai vraiment adoré. Alors je sais que certains sont déçus maintenant parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de hype autour de la saga. Il faut vraiment le prendre comme quelque chose, une saga fantastique, contemplative, un petit peu une espèce d'hymne pour l'Amérique rurale par excellence et l'ascension que peut avoir une famille, en sachant que cette famille regorge de secrets et de non-dits et d'échanges et de trucs un petit peu spéciaux entre eux. Bref, les relations entre toutes les femmes de cette famille m'ont particulièrement attirée. Je trouve que Michael McDowell écrit des personnages féminins absolument intéressants, en sachant quand même que c'est un auteur qui a été publié dans les années 80. C'était quand même, enfin, je sais pas vous, mais remettez-vous un petit peu en tête les années 80 et les années 90, en matière de féminité, de féminisme, etc. On n'était pas encore aussi avancé que maintenant, donc chouette, enfin voilà, quand même à souligner. J'ai lu cette année 3 livres de Alexis Hall et j'ai commencé par A Lady for a Duke. Il n'est pas traduit en français malheureusement, j'espère qu'un jour il sera traduit pour que vous le découvriez. C'est un roman, c'est une romance historique, je l'ai mais adoré, il n'y a que des bons éléments là-dedans. On va suivre en fait une jeune femme transgenre. Et, après les guerres napoléoniennes, et donc ben, soi-disant elle est décédée sur le champ de bataille de Waterloo et en fait elle va s'enfuir du champ de bataille et faire croire à sa mort pour pouvoir changer de genre. Donc ça déjà c'est pas banal, c'est super intéressant. Et les amis qu'elle va rencontrer, etc. vont lui dire mais va retrouver ta famille, franchement il n'y a pas de raison, etc. Parce que c'était le fils aîné, donc celui qui était censé hériter de toute la fortune, du titre et ainsi de suite. Donc il va, elle va, pardon, désolée, elle va rejoindre sa famille d'origine et sa famille va l'accepter. Donc ça je trouve ça aussi super chouette. Mais donc elle doit se faire à un nouveau rôle, à un nouveau statut dans la société. Même si elle avait toujours su qu'elle était en fait au fond d'elle une femme. C'est le principe de la transidentité, hein, bien entendu. Et le hasard va faire qu'elle va revoir son meilleur ami de l'époque, qui ne sait pas en fait qu'elle est en vie et qui depuis son décès et la guerre sombre en fait. Il est dans une dépression monstre et ça se voit clairement que c'est une dépression dans le bouquin quoi. Et ils vont redevenir amis, mais sans savoir, sans que lui ne sache qui elle est. Et donc c'est une romance un peu à la Bridgerton, mais avec tous les bons éléments de la Bridgerton et pas les éléments, vous savez, tout ce qui est cringe comme ça et qu'on n'aime pas et les trucs, tu te dis oh ça j'aime pas, c'est quand même vachement problématique et ainsi de suite. En plus c'était super bien écrit, donc je l'ai lu en anglais. Moi j'attends qu'une chose, c'est que ce soit traduit, que cet auteur soit traduit en français. Il faut absolument qu'une maison d'édition francophone s'en empare et achète les droits parce que ça va faire un carton. Voilà, si vous lisez en anglais, je vous recommande chaudement A Lady for a Duke, mais également la duologie Boyfriend Material, Husband Material que j'ai lu au mois d'août, qui était une comédie romantique. C'est pas du tout de l'historique, c'était une comédie romantique, une rom-com absolument géniale. Plus tard, j'ai emprunté au Bibliobus la bande dessinée Peau d'homme et je dois vous dire que j'ai adoré cette bande dessinée féministe, ultra bien représentative de pourquoi on a besoin encore du féminisme, etc. Et qui représente une héroïne absolument géniale, Bianca, c'est la Florence, je pense que c'est Florence, moyenâgeuse ou de la Renaissance.
Et donc il y a un élément fantastique, c'est que les femmes de sa famille en fait se refilent une peau d'homme. Et donc avant son mariage, sa tante va lui donner, va lui transférer cette peau d'homme et ça va lui permettre de se déplacer dans la ville en tant que jeune homme et non pas jeune femme, et donc avoir accès à beaucoup plus de choses. Voilà, c'est vraiment un très chouette conte ou récit féministe. Je sais pas comment le placer. Dans les autres bonnes lectures de l'année, il y a eu Le Palais des Otomaï, le tome 1, parce que je me suis rendu compte seulement fin décembre qu'en fait le tome 2 était paru, donc je dois encore lire le tome 2, mais le tome 1 m'avait beaucoup plu, puisqu'il s'agit d'une romantaisie saphique. Voilà, ça résume déjà tout. C'est un roman, donc déjà ultra bien écrit, hein, faut dire ce qui est, bien traduit, faut le dire aussi, parce que De Saxus n'a pas toujours la bonne réputation, pour ses traductions, mais celle-ci est bien réalisée. Et donc on se trouve dans un univers fantasy où les êtres humains ont créé des automates, des otomaï, et à la base, ils étaient juste capables de faire des petits trucs pour rendre service aux humains, sauf que ils ont été de mieux en mieux développés et ont une apparence encore mieux que les humains et une existence encore mieux que celle des humains, ce qui va faire que les otomaï vont prendre le pouvoir et réduire les humains en esclavage. Voilà, ça c'est ce qu'on pense au début, et puis on se rend compte que la fresque est quand même un peu plus grise que ça, et c'est pas blanc ou noir, et qu'il y a des royaumes où la cohabitation se fait très bien entre les deux, mais pas partout. En tout cas, là où on suit notre histoire avec Lady Crier, qui est la fille du roi otomaï, eh bien les humains sont réduits en esclavage, et sa servante en veut énormément d'Otomaï pour tout ce qu'elle a subi, pour tout ce que sa famille a subi, et donc elle va décider de se venger. Donc on est vraiment sur un enemies to lovers, deux personnes qui ne peuvent pas se supporter, avec Crier qui est vraiment, je suis désolée de le dire comme ça, mais une handicapée des sentiments, et c'est normal puisque c'est une Otomaï, donc elle ne comprend pas les sentiments humains, et donc on comprend qu'elles se détestent, mais on comprend aussi qu'il y a une attraction entre elles deux, et que voilà, les enjeux politiques sont énormes. Il y a énormément de retournements de situation, de complots et ainsi de suite. Donc franchement, j'avais été agréablement surprise par ce premier tome de cette saga, et j'ai hâte de lire le deuxième tome en 2024. En 2023, j'ai aussi emprunté au Bibliobus Toutes les histoires d'amour du monde de Baptiste Beaulieu, qui est un roman historique, autobiographique on va dire, de la famille de Baptiste Beaulieu. Je vais pas vous dévoiler l'intrigue plus que ça, mais sachez que c'est un roman épistolaire. On va avoir les lettres du grand-père du narrateur en fait, et cet homme écrivait une lettre à une femme, mais à la même date chaque année. Et le mystère va être en fait de savoir pourquoi elle écrivait à cette femme et pourquoi à cette date-là, que s'est-il passé dans la vie de ce grand-père qui a impacté la vie du père et la vie du petit-fils et finalement la vie de toute la famille. Voilà, c'est un roman que j'avais fortement apprécié parce qu'en plus il se passe dans le nord de la France, donc pas très loin de chez moi, je pouvais vraiment visualiser ce qui se passait, etc. Et c'était bien écrit, et c'était vraiment un roman très positif, très humain, très positif dans le sens où il y a beaucoup de sentiments, etc. Et c'est bien écrit, voilà, je vous le recommande. J'ai découvert également en 2023 la saga, le roman graphique Le Garçon Sorcière. Je vous mets la première couverture là, je vous en ai déjà parlé plein de fois. Il faut absolument offrir cette saga aux jeunes de votre entourage, aux ados, jeunes ados, pré-ados, voilà, c'est vraiment tout mignon. C'est un petit conte sur l'amitié, sur les relations filles-garçons, sur pourquoi est-ce que certains peuvent faire telle chose, pourquoi est-ce qu'on dit que ça c'est pour les filles, ça c'est pour les garçons, etc. Ça suscite le dialogue, et d'une façon très mignonne, j'ai envie de dire. Voilà, c'est plein de bons sentiments et le dessin est tout mignon. Je recommande fortement. J'ai eu le plaisir de découvrir un roman de science-fiction totalement glauque et dingue, à savoir Gideon la 9e. J'ai hâte de lire Harrow, la 9e, forcément, qui est dans ma pile à lire, qui est dans ma liseuse. Il va vite sortir d'ailleurs de ma liseuse. Mon Dieu, c'était tellement génial. Alors c'était glauque, c'était horrible parce que c'est...
un univers dans l'espace, c'est des lesbiennes dans l'espace, hein, voilà, donc à partir de ce moment-là, que demande le peuple, j'ai envie de te dire, mais ça a beau être de la science-fiction puisqu'on est dans l'espace, tout repose sur une espèce de magie nécromantique et donc les gens peuvent manipuler des squelettes, reconstituer des corps et ainsi de suite. C'est hyper méga glauque dans les scènes de combat, quand on pense à des trucs. C'est un petit peu à la Hunger Games, le début, et en mieux. Bref, tout allait bien dans ce roman. Foncez le lire, je peux vous dire que ça. Ah, le suivant, on change totalement de style et c'était vraiment aussi un beau coup de cœur à ma grande surprise. Je pensais pas l'aimer autant. Il s'agit de Watership Down, publié chez Monsieur Toussaint, l'ouverture. Je vous mets la couverture là. C'est un petit livre qui paye pas de mine. En fait, c'est un roman épique, c'est une épopée à la façon Hobbit, mais avec des lapins. Voilà, j'ai adoré ça en fait parce que l'auteur mêle des faits réels sur les lapins mais leur insuffle quand même une certaine magie, un espèce de mythe, un peu comme Tolkien le fait avec les nains par exemple, etc. quoi. C'était excellent à lire. On va suivre deux frères, deux lapins dans une garenne et il y en a un en fait qui a des visions et c'est le plus faible des deux. Et il va dire à son frère, non là il faut qu'on parte, ça va pas du tout, j'ai un très très mauvais pressentiment, ça me glace le sang, il faut qu'on se barre. Et donc les deux frères vont essayer de convaincre les autres lapins de partir, mais ils veulent pas partir puisque leur vie est très bien. Donc les deux frères vont s'exiler avec quelques camarades qui les ont crus et partir comme ça à l'aventure et c'est rocambolesque. Et on a une carte comme dans les épopées, les plus grandes épopées, fantasy, et on va pouvoir suivre leur périple au fur et à mesure, rempli de dangers. Alors des dangers qu'on connaît parce que quand ils décrivent un cataclope, tu dis oui c'est un tracteur en effet, la ferme pareil et ainsi de suite. Mais on se prend au jeu de ces lapins et on n'a qu'une envie, c'est qu'ils aient une belle vie et qu'ils arrivent à créer une nouvelle colonie, une nouvelle garenne bien organisée et vivre des jours paisibles et heureux. Franchement, c'est un roman parfait pour le printemps, mais c'est un roman parfait aussi pour l'automne, pour l'hiver. Lisez-le, il est absolument brillant. C'est brillant. Je peux vous dire que ça. Un peu dans le même style que Watership Down. Enfin non, c'est pas le même style, mais c'est le même éditeur. J'ai lu Zéphyr, Alabama. Que vous dire sur ce livre que j'ai prêté? Mon Dieu, quelle saga, quelle fresque de l'Amérique des années 60, si je me trompe pas. Je crois que ça se passe dans les années 60. Mais cette Amérique raciste, avec l'apartheid, avec la ségrégation bien présente. Et on a le point de vue d'un petit garçon en fait sur sa ville, Zéphyr, en Alabama. Et il nous raconte son enfance dans cette petite ville rurale des États-Unis. Et la difficulté qu'il y a en fait à vivre dans cette ville. Certaines choses parce que le monde moderne arrive et c'est la fin de l'enfance en fait. C'est une ode à l'enfance, c'est une ode également à la tolérance et à l'amour des uns et des autres. Voilà. Je peux que vous recommander cette saga. Enfin, c'est même pas une saga, c'est en un seul tome. C'est un livre que vous devez posséder dans votre bibliothèque, que vous devez absolument de lire. Il est magnifique et vraiment c'était une de mes plus belles lectures de 2023. Un nouveau graphique avec la trilogie du Dragon T. Je vous mets l'illustration de la première couverture ici. Je vais pas vous spoiler l'histoire, mais dans cet univers trop chou et mignon, on va suivre des petites créatures, les dragontés, qui sont des mini-dragons. Et en fait, quand on prend bien soin d'eux, ils leur poussent des feuilles de thé sur la tête. Et ces feuilles de thé ont un pouvoir magique qui permet en fait d'emmagasiner, d'engranger les souvenirs. Et quand on boit le thé, on revit ses souvenirs. Donc ça c'est pour l'univers sur lequel repose l'histoire. Mais on va suivre une petite famille dans cet univers. Et c'est à nouveau une ode à l'enfance, au fait de se faire des connexions, de créer des amitiés, créer du lien. Tout est mignon et tout est douceur dans cette saga.
Et je vous le dis franchement, offrez-la à toutes les personnes que vous croisez, à qui vous devez faire un cadeau. C'est vraiment magnifique à souhait. Un livre dont j'ai pas eu l'occasion de vous parler sur les réseaux sociaux, alors que c'est une lecture qui m'a comblée, c'est Analogue virtuel. Donc je vous mets la couverture là, c'est publié au Rayon Imaginaire. C'est un livre de dystopie en fait. Je m'attendais pas à ça en le lisant et j'ai eu du mal à savoir où voulait nous emmener l'auteur parce que chaque chapitre est écrit et rédigé sous le point de vue de quelqu'un de différent. Et cette multiplicité des points de vue va nous permettre de dresser un portrait relativement honnête de la société, du monde de Analogue virtuel. C'est une société vraiment particulière avec des gens donc, qui vivent dans le monde virtuel, ce sont les privilégiés. C'est pas la majorité des gens qui vivent dans ce monde de privilégiés où en fait vous restez dans votre chez vous et toutes les expériences que vous allez faire, tout votre travail, etc. va se faire de façon virtuelle. Bon, on est déjà là-dedans. Hein. 2020 nous a appris qu'on pouvait vraiment basculer là-dedans très très vite. Mais là, ce qui est dramatique dans cette société, c'est que toute cette élite repose sur une grande base d'analogues. Et les analogues, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas accès au monde virtuel, qui n'ont pas accès à la technologie, tout simplement, qui doivent payer leurs produits argent comptant en cash, ce qui est absolument impensable pour quelqu'un du monde virtuel. Et voilà, donc c'est une bonne vieille dystopie, mais avec un petit twist dans sa façon de présenter les choses, de parler, d'écrire, etc. Et voilà, franchement, si vous aimez les dystopies, il faut que vous lisiez Analogue virtuel. C'est vraiment une œuvre magistrale et qui fait énormément réfléchir sur notre société actuelle. Oh, mais je continue qu'avec des bonnes lectures, j'en reviens pas. Plus j'avançais dans l'année, plus j'avais des bonnes lectures, n'est-ce pas mon chien? La lecture suivante, qui est vraiment, je trouve, au même niveau que Zéphyr Alabama dans les thèmes qu'elle traite, etc. C'est L'été où tout a fondu de Tiffany McDaniel. Je pense que Tiffany McDaniel n'est plus à présenter. Hein. Elle est ultra méga connue en tant qu'autrice, l'autrice de Betty. L'été où tout a fondu, c'était son premier roman, si je ne me trompe pas. Si je dis pas de bêtises, il est sublime. C'est sublime et on pleure. Voilà, franchement, c'est aussi beau que Zéphyr Alabama. Ça se passe à une autre époque, ça se passe dans les années 90, 80, 90. Dans une petite ville à nouveau de l'Amérique où un monsieur est juge et se pose beaucoup de questions sur le mal, le bien. Et il trouve rien de mieux que de publier une annonce dans le journal local pour inviter Satan dans sa localité. Le souci c'est que Satan va répondre et Satan va venir sous la forme d'un petit garçon pauvre avec un peu la peau sur les os et une salopette toute tachée sur lui et ce petit garçon est noir. Ce qui a toute son importance dans l'Amérique raciste que l'on connaît et de 1980. Ça se passe en 1984. Alors au début on va bien entendu pas croire ce petit garçon qui se dit Satan, à s'appeler Satan. Personne ne va le croire, mais il y a des événements qui vont être particulièrement perturbants cet été-là. Et c'est l'été où tout a fondu. Ce qui est aussi particulièrement crève le cœur quand on lit ce livre, c'est qu'on le lit sous le regard d'un protagoniste enfant qui va vraiment se prendre d'amitié en fait et d'amour pour Satan. Il va être là, mais c'est mon frère en fait, c'est mon nouveau frère tout simplement. C'est deux âmes sœurs qui se trouvent. Mais on a à un certain moment des flash forwards où on voit ce petit garçon mais qui est devenu adulte, qui est un vieil homme et qui nous raconte sa vie actuelle et c'est absolument déchirant et en tant que lecteur on se demande mais comment est-ce qu'il est passé de ce petit garçon absolument génial et merveilleux à cet homme peut-être pas aigri mais en tout cas détruit par la vie et par les événements de cet été qu'il est en train de nous raconter. Il y a beaucoup de thèmes qui sont travaillés et qui sont soulevés dans L'été où tout a fondu de
de Tiffany McDaniel. Voilà, pour moi ça confirme son talent et le fait que cette autrice, j'achèterai ses livres les yeux fermés et je les lirai avec grand plaisir, même s'ils me brisent le cœur à chaque fois que je les lis. La lecture suivante, j'ai pas encore eu l'occasion de vous en parler sur les réseaux sociaux au moment où je tourne cette vidéo, mais peut-être que ce sera fait d'ici là. C'est Babel de R.F. Kuang. Mon Dieu, quelle découverte! Oh là là! Babel, c'était le livre que j'ai attendu toute ma vie. J'ai l'impression il est tombé dans mes bras et dans mes mains. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais ce livre a été écrit pour moi. Il y a tout ce que j'aime. Voilà, je l'ai adoré. Il est sublime. Et honnêtement, les personnes qui le critiquent, en toute objectivité, je suis désolée, mais je pense que voilà, certaines personnes n'ont pas les capacités pour comprendre ce que veut nous transmettre l'autrice. Voilà, je suis désolée de le dire ainsi, de façon pas du tout, pas du tout sympa et jolie, mais voilà. Donc dans Babel, on va suivre en fait Robin, qui est un petit garçon chinois, il vit à Canton. Il a une existence un petit peu dans une bulle, dans sa famille, avec sa mère, sa tante, sa grand-mère, qui sont des espèces de nobles déchus, puisque la famille est tombée vraiment en déchéance, a perdu son argent. Mais ils ont quand même une dame, une Anglaise, qui s'occupe de la famille, qui est un peu la bonne. Enfin, on sait pas trop si elle est une servante ou pas. Et malheureusement, notre histoire commence au moment où il y a une épidémie de choléra à Canton, et donc toute la famille de Robin va succomber à cette épidémie. Il est prêt à mourir, et au moment où il est prêt, il se dit voilà, c'est la fin, c'est à mon tour, je vais décéder. Un homme rentre dans la maison et avec l'argent va procéder à sa guérison. Alors l'argent c'est quoi? Si j'ai bien compris, c'est une petite barrette d'argent, un petit lingot d'argent sur lequel des nantis et des érudits gravent des traductions qui va donner une propriété en fait à cette petite barrette d'argent et permettre aux gens de réaliser des actes quasi de magie quoi. Et ce système est trop bien pensé et va permettre en fait à l'autrice de dénoncer tellement de choses. Donc bref, Robin va être emmenée par ce professeur d'Oxford en Angleterre pour être éduquée. Et le but de Robin à partir de ce moment-là, ça va être d'accéder à Babel, l'institut le plus prestigieux de l'université d'Oxford, où les gens apprennent, en fait les érudits apprennent, et les étudiants, apprennent à graver l'argent et donc à faire de nouvelles combinaisons pour que l'empire britannique continue à s'étendre et puisse vivre super bien quoi. C'est un livre absolument essentiel à lire qui traite des relations familiales, de l'amitié, qui est écrit vraiment tout au long du livre. On nous parle de la magie des mots, de la magie de la traduction et de la magie qu'il y a à apprendre une autre langue et de la difficulté aussi en fait à apprendre une autre langue. Très clairement, R.F. Kuang, elle nous parsème le récit de choses mais absolument vraies sur le langage, sur l'importance de la langue et l'origine des mots, et c'est super méga intéressant. Moi qui suis prof de langue et qui enseigne l'anglais et le néerlandais, ben ça m'a permis de renouer en fait avec l'enthousiasme que j'avais quand j'étais étudiante à apprendre les langues et à les découvrir, parce que là ben ça fait 14 ans que je suis enseignante, ça fait 14 ans que j'ai fini mes études. Je vais pas mentir, je suis très plan par rapport à ma maîtrise du néerlandais, ma maîtrise de l'anglais. J'ai totalement oublié le grec ancien que je connaissais, le latin, et ça me donnait juste envie de retourner dans mes bouquins, de demander à mes collègues profs de langues anciennes, je dis tu veux pas passer tes cours là s'il te plaît de grec et de latin, que je me remette à jour, et ça me donne juste envie de réapprendre une nouvelle langue quoi. Ça vous donne envie de ça. Après donc c'est un livre qui traite énormément d'autres thèmes et qui va critiquer la globalisation, la mondialisation, qui critique le colonialisme. Donc c'est un livre totalement anti-colonialisme et anti-raciste, et qui va vous poser la question aussi, et ce sera à vous de décider en tant que lecteur ce que vous pensez de la position des différents personnages, mais qui va présenter toutes les possibilités de est-ce que la violence est nécessaire dans les luttes en fait. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant que ce soit amené de cette façon-là. Les personnages vont se faire leurs opinions par rapport à ce recours à la violence, et vous en tant que lecteur, ce sera à vous de décider où vous vous situez sur cette nécessité ou non, selon vous, du recours à la violence
pour acquérir des droits tout simplement et renverser un petit peu l'ordre des choses. Bref, c'est un livre absolument brillant et je sais que je vous dis ça depuis le début de la liste, hein, mais vraiment, si je devais garder qu'un livre de cette année, franchement tous ceux que j'ai cités avant et tous ceux que je vais en citer après étaient magnifiques, mais Babel a vraiment une place particulière dans mon cœur de lectrice et j'ai qu'un regret, c'est de l'avoir seulement en virtuel, en e-book, et de ne pas pouvoir l'afficher dans ma bibliothèque et de ne pas pouvoir le prêter à tout le monde. Il faut vraiment lire Babel, précipitez-vous dessus. Parallèlement à Babel, comme je le faisais en lecture commune avec Eric Toshokan et sa bande, j'ai lu Le Temps des sorcières. Là, même chose, je l'avais emprunté au Bibliobus, donc je l'ai lu en e-book et pas en format papier, et c'est un grand regret parce que c'est un livre donc de Alix E. Harrow, c'était le deuxième d'elle que je lisais, et mon Dieu, mais quel talent cette femme, cette autrice, mais elle écrit trop bien et elle écrit des choses à nouveau absolument nécessaires. Donc c'est un récit fantastique. C'est limite steampunk en fait. J'ai trouvé que c'était, même pour Babel, on était limite dans le steampunk. Je suis pas sûre que ce soit catalogué dans ce genre là, mais on va suivre donc trois sœurs qui vont être la réincarnation soi-disant des trois sorcières de Salem, dans le New Salem, qui est une allégorie de New York, hein, très honnêtement. Et ça va être à elle de renverser l'ordre des choses et de mener des luttes contre le monde des hommes pour que les femmes retrouvent du pouvoir dans la société. Et montrer qu'en fait, la magie des femmes a toute son importance et qu'elle est aussi valable, même plus valable que la magie des hommes. Les trois sœurs sont absolument géniales. Voilà, j'ai adoré. Il n'y en a pas une qui est ma préférée. Elles sont ces trois facettes, ces trois personnalités totalement différentes. Et tout s'éclaire, je peux pas vous en dire de trop parce que sinon je vous spoil l'intrigue et sur quoi repose l'intrigue. Mais voilà, sachez qu'il y a des sorcières, qu'il y a des luttes sociales, des luttes contre le pouvoir, un grand méchant, mais vraiment bien dosé celui-là. Purée, qu'est-ce qu'il était bien fait. Pas de solution qui tombe du ciel, pas de Deus ex machina. On n'est pas sur un truc, ah ouais, bah, tout s'arrange, etc. Pas du tout. Ça montre un peu que dans les luttes et dans les récits comme ça, fantastique ou fantasy, on a souvent cette héroïne qui va régler la situation. Bah oui, mais et puis après quoi? Et ben là, c'est pas le cas du tout. C'est vraiment bien amené, c'est fait de manière subtile et géniale. Bref, Le Temps des sorcières. C'était à nouveau super bien écrit par Alix E. Harrow. J'ai qu'une hâte, c'est de relire un livre de sa part, quoi. Avant de vous parler donc du dernier livre que j'ai lu, faut quand même que je vous remette Comment survivre à Noël avec son ex. Oui, ça fait partie de mon top lecture de cette année. Tout simplement pour tout l'affect que j'ai envers l'auteur et envers le bouquin. Puisque si vous ne le savez pas, si vous venez de rejoindre la chaîne, voilà, Ludo a commencé, Ludo de Boer a commencé à rêver il y a 4 ans. Il s'est dit, tiens, et si j'écrivais, si je devenais auteur? Il a travaillé d'arrache-pied, il a écrit plusieurs romans. Et celui-là, Comment survivre à Noël avec son ex, il y a 2 ans ou 3 ans maintenant. Il l'a écrit un été et il me l'envoyait en fait. Il me l'envoyait à chaque fois qu'il écrivait et je lui donnais mon avis, je corrigeais quelques petits trucs à gauche et à droite, etc. Et là maintenant, ben voilà, 4 ans plus tard ou 3 ans plus tard, le livre est entre nos mains, il est publié dans la maison d'édition de son choix. Alors oui, c'est une romance de Noël, très très légère, mais qui fait du bien au moral, j'ai envie de vous dire. Et quand je vois tout le chemin parcouru entre le premier jet et ça, je me dis waouh quoi, il a rien lâché, il a tout donné pour cette romance de Noël et il a bien fait d'y croire parce que les rêves se réalisent. Et rien que pour ça, franchement, ça vaut la peine de lire ce bouquin. Et voilà, l'histoire est toute mignonne. Je vais pas vous la résumer ici puisque je vous ai fait un post Instagram dessus. Donc je vous invite à aller le voir et à checker les réseaux de l'auteur bien entendu. Alors, dans ce top 20, j'ai mis à nouveau une dernière saga. C'est la saga des 2 royaumes de Camille Jedel que j'ai sponsorisé via une campagne Ulule. Je ne connaissais pas l'autrice, mais je me suis dit vas-y, je soutiens
avec mes petits moyens, etc. Et mon Dieu, qu'est-ce que j'ai bien fait, j'ai bien aimé. C'est une saga romantasy. Attention, c'est pour public averti. Surtout que le premier tome, c'est olé olé. Hein, il y a de la fesse dans tous les sens. Donc attention, n'offrez pas ça à n'importe qui, s'il vous plaît. C'est pour lecteurs avertis. C'est une romance homme-homme. Et on va suivre en fait Damon, qui est la licorne de la forêt enchantée, le protecteur donc de la forêt. Il a plein de pouvoirs magiques et il est assez immortel. Et puis un jour, il va rencontrer sous sa forme d'homme Adrias, le prince du monde des humains. Sauf qu'en fait, on a toujours dit à Damon qu'il ne pouvait pas se montrer sous forme humaine aux humains et qu'il devait se protéger des humains et ainsi de suite. Et voilà, donc ça va être toute la question de comment leur amour peut-il subsister en sachant qu'ils sont un petit peu de deux mondes totalement différents, avec des cultures même très différentes, etc. Le premier tome est très fleur bleue, c'est le début de leur histoire, ils se découvrent, et donc c'est vraiment le début de leur romance. Donc tout est beau, voilà, dans le premier tome franchement, et je vous dis beaucoup de fesses. Deuxième tome par contre ils sont séparés et là ça va très très mal. De pire en pire, franchement tu commences à te dire mais ça va pas aller en fait, c'est horrible. Il y a quand même énormément d'obstacles sur leur route. Le troisième tome, ils se retrouvent, donc tu dis ah ça va aller, mais en fait non. Jusqu'au bout j'étais là, je dis je suis pas sûre en fait, et voilà. Et là où Camille Jodel a été brillante, c'est que j'ai fini le troisième tome à minuit et quelques. Et en fermant le livre, je lui ai envoyé des vocaux absolument ignobles. Je dis mais comment tu peux faire ça, blablabla blablabla. Et puis je me suis rappelé qu'en fait avec la campagne Ulule, on avait reçu un spoiler dans une enveloppe. Donc je suis sortie de mon lit à 1h du mat, alors que j'avais fini le bouquin, que je vais juste dormir, pour aller chercher cette enveloppe qui était dans mon salon et lire ce spoiler. Et là, je suis repartie dans les vocaux en mode mais enfin non, mais comment c'est possible et tout, blablabla blablabla blablabla. Vraiment, elle m'a retourné le cerveau, alors que normalement c'était une romantasy mais courue d'avance quoi. Et je me suis prise au jeu et elle a vraiment réussi à me faire douter sur plein de choses. Donc voilà, brillant aussi. Et le dernier livre dont je souhaite vous parler, ça a été ma dernière lecture de 2023. Et j'aurais pu vous en parler en même temps que Blackwater. Voilà, c'est Les Aiguilles d'Or de Michael McDowell. C'est totalement dans un autre genre. Mais mon Dieu, qu'est-ce que j'ai aimé cette lecture, qui en plus se passe au moment du Nouvel An. Donc pour la lire là, le dernier jour, les derniers jours de l'année, c'était parfait, ça me plongeait dans l'ambiance. Je vous ai déjà résumé ce livre dans ma vidéo précédente, Book Haul, donc je vais pas m'attarder dessus parce que je pense que la vidéo est très longue, mais voilà, tout ce que j'ai dit avant sur Blackwater s'adapte à nouveau là. Ce que j'ai aimé, c'est cette opposition entre masculin et féminin dans la saga. On a une famille patriarcale et puis une famille matriarcale, et c'est l'affrontement entre les deux, et ça pue, et c'est un affrontement ignoble, horrible, mais n'empêche qu'en tant que lecteur tu prends parti, voilà, tu prends parti et tu tiens pour l'un ou l'autre clan, et voilà. Non mais ça décrit absolument la misère humaine et les choses les plus immondes. Mais le talent de McDowell, c'est de nous faire apprécier des personnages justement absolument inhumains et immondes. Voilà, y a une telle richesse dans ces personnages qu'on en demande et on en redemande encore. Si j'ai bien compté, si je ne me suis pas trompée, je vous ai présenté 20 livres. Ou 20 sagas, il y avait des sagas là-dedans. Je pense que vous avez de quoi piocher pour vous faire plaisir en 2024, pour vivre une année lecture absolument magnifique. J'en profite pour ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux ou qui ne regardent pas les vidéos Plan With Me, pour vous signaler que pendant toute l'année 2024, mon bullet journal sera chaque mois sous le signe d'une autrice de mon choix bien entendu, et que en lien avec ce Plan With Me, j'organiserai une lecture commune donc pour cette autrice. Ça se passe sur lecturecommune.fr pour le mois de janvier. On n'a pas encore décidé de la lecture commune pour le mois de février, mais ça ne saurait tarder, donc n'hésitez pas également à me suivre sur Instagram pour avoir les infos au jour le jour, et savoir quand se lancera la prochaine lecture commune. Mais je pense que voilà, ça peut vous
vous intéresser. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, d'être toujours de plus en plus nombreux à liker et à commenter et pourquoi pas à partager la vidéo. Si vous pensez à quelqu'un à qui cette vidéo ferait plaisir, n'hésitez pas à lui communiquer. Je vous dis à la prochaine sur Plume à Papote ou sur Twitch ou sur Instagram. Bref, la plateforme de votre choix. Bye bye!